Bonjour à tous et bienvenue dans ce neuvième épisode des Chroniques de Youssef Indy. Aujourd'hui, nous allons parler de la Syrie et des événements tragiques qui se sont déroulés il y a quelques jours. Nous sommes le mardi 11 mars. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aller voir comment vous pouvez nous soutenir pour poursuivre sur la durée ces chroniques via Tipeee et PayPal dans la description de la chaîne. Je tiens à remercier aussi tous ceux qui contribuent déjà ponctuellement ou régulièrement. Et comme j'ai dit dans la précédente vidéo, le plus important, c'est les contributions sur la durée pour poursuivre sur la durée puisque ceci demande du temps et du travail, comme vous allez le voir encore une fois, réunir des documents, etc. Vous allez voir. Bon, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc, comme vous le savez, il y a eu donc ce week-end, donc à partir entre le jeudi 6 mars et le dimanche, lundi 10 mars, à la fois des combats et des massacres de la population civile. Il y a eu effectivement des combats, des attaques d'anciens militaires de l'armée du précédent régime, des loyalistes, on va les appeler comme ça, qui ont attaqué les forces du gouvernement terroriste, puisque c'est un gouvernement de terreur qui pratiquait le terrorisme avant d'être au pouvoir et qui pratique encore aujourd'hui le terrorisme, la terreur, et qui était déjà une réponse en fait aux persécutions visant notamment les Alaouites depuis que Hayat Tahrir al-Sham est arrivé au pouvoir. On va rentrer dans le détail. En tout cas, donc, ils sont arrivés au pouvoir. Depuis donc, plusieurs mois, depuis le mois de décembre, il y a des exactions régulières visant des civils alaouites. Au début, ça a commencé par des anciens fonctionnaires des forces de sécurité autres de l'État baassiste, alaouite. Ils visaient notamment les alaouites. Et ensuite, ça a très, très vite glissé vers des attaques contre la population civile, y compris et là, comme vous allez voir, des femmes et des enfants. Voilà. Donc, on va commencer par les faits, avant de dessiner le contexte général. Alors, le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui est un organisme basé à Londres, qui ne peut pas être soupçonné d'être pro-Assad, puisque pendant des années, durant toute cette période de guerre civile en Syrie, ils ont été contre ce qu'ils appellent le régime d'Assad, l'État baassiste. Voilà, donc ce sont des anti-Assad là qui parlent, donc qui étaient pour la révolution. Le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme a révélé que 400 personnes au moins, on verra les chiffres plus tard qui ont été actualisés, parce que cet article date du 8 ou 9 mai, sur réseau international. Donc 400 personnes au moins ont été tuées dans les récents événements dramatiques survenus dans la région côtière syrienne et le centre des provinces de Latakia, Tartus et Hama. Selon lui, 333 civils alaouites au moins ont péri depuis jeudi, dont 162 vendredi 7 mars, dans au moins 5 massacres. Des femmes et des enfants figurent parmi les victimes. Donc, je vous épargne les images, parce qu'on a vu circuler des vidéos, d'exactions, d'humiliations, d'exécutions sommaires, y compris des enfants, des photos d'enfants massacrés à l'arme blanche. Euh, la majorité écrasante des victimes, donc là c'est le directeur de l'OSDH qui parle, Observatoire syrien des droits de l'homme, la majorité écrasante des victimes ont succombé dans des exécutions sommaires réalisées par des éléments affiliés au ministère de la Défense et de la Sécurité intérieure, a précisé l'OSDH, qui a qualifié les massacres comme étant la vengeance collective la plus importante. On reviendra sur cette notion. Sur les réseaux sociaux ont été diffusées les images de largage de tonneaux d'explosifs sur les habitants des régions côtières depuis des hélicoptères des forces armées du pouvoir en place.
Les habitants de la ville de Banias ont lancé un appel de détresse accusant des miliciens du parti islamiste Turkestan de lancer depuis le matin de ce samedi 8 mars, donc 8 mars, une opération d'épuration ethnique communautaire. Ils ont demandé aux forces de sécurité d'intervenir pour la faire cesser. Et toujours selon le SDH, le nombre total de morts depuis le 6 mars, donc chiffre actualisé, est de 1018 personnes, y compris des membres de l'HTS, du gouvernement, qui ont été tués dans des combats avec des forces loyalistes qui sont dans les zones côtières, la zone côtière de la Syrie. Alors, d'abord, on va parler du contentieux avec les Alaouites et la dimension idéologique de ces massacres. Parce que là, on voit les médias occidentaux qui s'étonnent, des hommes politiques aussi occidentaux qui s'étonnent. J'ai vu un tweet de Bruno Attal, de voir des massacres en Syrie perpétrés par le gouvernement actuel. Alors, jusque-là, il se cachait derrière Assad le Boucher. Parce que depuis 2011, tous les morts, donc plus de 500 000 victimes, tous les morts ont été imputés au gouvernement d'Assad. Alors qu'on a des mercenaires venus de 82 pays différents, un financement et un entraînement de groupes terroristes, de, euh, de groupes terroristes syriens et des combattants venus de Libye, envoyés par les pays de l'OTAN en Syrie via la Turquie, sans parler des armes fournies par la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, transitant par la Turquie. Tout ça, j'ai rapporté tous ces éléments, en fait. C'est pas moi qui les ai inventés, hein, je veux dire, il y a des journalistes d'investigation qui ont travaillé sur ces sujets. Et c'est parfaitement documenté. Je l'ai rapporté notamment dans un article publié sur Égalité et Réconciliation de décembre dernier, décembre 2024. Le titre est Que s'est-il passé en Syrie? Donc tout ça est connu. Ce n'est pas une révolution spontanée de Syriens avec des pancartes. Il s'agit d'un programme qui s'appelle Timber Sycamore, initié par l'administration Obama à partir de 2011. Tulsi Gabbard en a parlé dans une commission parlementaire aux États-Unis, il me semble récemment. Jeffrey Sachs en a aussi parlé. Timber Sycamore est connu. C'est un programme visant à faire tomber l'État syrien sous Obama. Et ce programme était dirigé notamment par David Petraeus, directeur de la CIA, sous les ordres de Obama, bien sûr, le président Obama, et avec un budget de 1 milliard de dollars par an pour faire tomber l'État syrien. Mais pour ce faire, ils ont dû s'appuyer sur euh, des forces armées et des forces idéologiques. Ces forces idéologiques qui rassemblent en fait des organisations très variées, hein, les frères musulmans, Al-Qaïda, qui s'est renommé Al-Nusra, et, euh, et donc plus tard Hayat Tahrir al-Sham, donc on a un certain nombre d'organisations, mais toutes ont en commun euh, le takfirisme, qui vient du mot arabe takfir, qui signifie excommunier. Alors l'excommunication n'est pas quelque chose de propre à l'islam, puisque des mouvements d'excommunication existent dans d'autres religions, notamment les religions monothéistes, christianisme et judaïsme. Et dans le cas de l'islam, le takfirisme, on peut le faire remonter à très loin. Même au mouvement, à la secte des Kharidjites,
qui se sont retournés contre l'imam Ali, hum, qui était calife, en fait, calife légitime à l'époque où il avait combattu Muawiyah, donc le premier calife de l'Empire omeyyade. Bref, je ferme la parenthèse. Et puis, vous allez retrouver du tekfirisme sous la plume de certains auteurs, notamment dans certaines fatawas de Ibn Taymiyyah. Mais Ibn Taymiyyah, c'est encore un cas complexe, parce qu'on peut dire qu'il y a plusieurs Ibn Taymiyyah. Il y a le Ibn Taymiyyah de la jeunesse, et puis Ibn Taymiyyah, non, j'ai pas d'ouvrage ici, Ibn Taymiyyah qui est mûr, mature, qui a écrit des textes très très différents de ces fatawas takfiri, où même il défend, par exemple, il y a une fatwa sur la secte des Kalandar, qui était une sorte de hippie de l'époque. Bien sûr, il les condamnait, mais il disait que c'était la responsabilité des ulémas, des savants, des chouyours, que de les ramener sur le droit chemin, et que c'était la faute des ulémas qui n'avaient pas fait leur travail et qui avaient laissé ces gens-là dériver hors de l'islam. Bon, on va pas faire une vidéo sur Ibn Taymiyyah, mais juste simplement pour vous donner le contexte. Mais Ibn Taymiyyah est effectivement l'auteur de fatwa excommunicatrices rendant licite le sang de certaines sectes de l'islam, de membres de certaines sectes de l'islam, parce que il les considérait comme hors de l'islam, et pour lui la sanction c'était la mort. On va retrouver hein, ces mouvements takfiri, c'est pas propre effectivement au wahhabisme. Mais on peut rattacher au mouvement takfiri actuel le wahhabisme. Mohammed ibn Abd al-Wahhab, au XVIIIe siècle, a usé du takfirisme pour imposer son pouvoir politico-religieux lorsqu'il s'est allié aux Saouds. Et il a perpétré avec la tribu des Saouds des massacres, un certain nombre de massacres dans le Najd, donc région centrale de l'Arabie, donc dans la péninsule arabique, et aussi en Irak, notamment à Basra. Et ce takfirisme sous sa forme wahhabite va être repris périodiquement, donc déjà au XIXe siècle, puisqu'il va y avoir deux émirats saoudo-wahhabites avant l'établissement du troisième qui va devenir le royaume d'Arabie saoudite tel qu'on le connaît aujourd'hui, et ils vont user de façon extensive du takfirisme, ce qui lui a été reproché déjà à l'époque. Je dirais, il y a les écrits de Zayn al-Dahlan, les lettres, les écrits de Sulayman ibn Abdul Wahhab, qui était son frère et qui a condamné cela, et qui lui a même ouvertement reproché de faire sortir de l'islam des musulmans, les musulmans qui ne voulaient pas se soumettre à lui. Donc, il faut bien comprendre que le takfir est aussi une arme politique pour instaurer un pouvoir. On va retrouver ça dans l'Angleterre de Cromwell, par exemple. C'est pas quelque chose de propre à l'islam. Et même Martin Luther va excommunier d'une certaine façon le pape à l'époque, qu'il va qualifier d'antéchrist. Donc c'est quelque chose, c'est un ressort qui est connu et qui n'est pas propre au wahhabisme, qui n'est pas propre à certains mouvements sectaires de l'islam. Bon, voilà, ça existe et ça a été utilisé euh, en Syrie depuis le début de la guerre civile, où les organisations terroristes, que ce soit l'armée syrienne libre, Al-Qaïda, Al-Nusra, Tahrir al-Sham, etc., Daesh, bien sûr, ils ont utilisé le takfir pour installer leur pouvoir. Et je veux dire, ils arrêtaient parfois des musulmans dehors et ils leur posaient la question combien de rak'at à Salat al-Maghrib? Et si ils répondaient, s'ils ne connaissaient pas, c'est le nombre de rak'at euh, à faire pour la Salat al-Maghrib, eh bien ils étaient exécutés.
C'est ce genre de choses. Bon, sans parler des sectes de l'islam, dont font partie les Alaouites. Alors, les Alaouites sont, pour faire vite, c'est une secte issue du chiisme. Donc, le chiisme, qui est un mouvement, une branche minoritaire de l'islam, je crois à peu près 20% des musulmans dans le monde, je crois, sont chiites. Et les Alaouites sont une branche, constituent une branche euh, du, euh, du chiisme, mais très éloignée du chiisme. Du chiisme du haut des Simains. Et vous avez aussi les Ismaélites, etc., qui sont aussi issus du, euh, du chiisme. Et il y a aussi, s'ajoute à cela, un contentieux entre les frères musulmans en particulier et tous ces mouvements anti-Assad appelés islamistes par les Occidentaux. euh, le- il y a un contentieux avec les Alaouites. Premièrement parce que, non pas le parti basse, mais le pouvoir des Assad est alaouite, parce qu'il y avait déjà un parti basse au pouvoir avant l'arrivée de Hafez al-Assad, et Hafez al-Assad est le premier alaouite à prendre le pouvoir dans cette histoire du pouvoir baassiste en Syrie. Donc il arrive au pouvoir en 1970. Son fils Bachar al-Assad lui succède, et entre 1979 et 1982, il y a eu en fait une guerre civile déclenchée par les frères musulmans, notamment Hama, avec les événements de Hama de 1982, et une répression massive du gouvernement de Hafez al-Assad. Donc eux, ils se sont attaqués à des centres les frères musulmans s'étaient attaqués par exemple à un centre de formation de jeunes militaires syriens. Ils ont fait des attentats à la voiture piégée, ils ont tué des civils. Il y a eu une tentative d'assassinat de Hafez al-Assad, et la réponse de Hafez al-Assad a été extrêmement brutale. Alors, au niveau des chiffres, ça varie, hein. Les frères musulmans nous donnent des chiffres exorbitants, mais le chiffre qui revient le plus souvent, c'est celui de 10 000 morts. Mais ils étaient quasiment en train de prendre la ville de Hama, en fait, les frères musulmans. Donc il y a ce vieux contentieux entre les frères musulmans et le pouvoir des Assad. Raison pour laquelle le Hayat Tahrir al-Sham, donc les terroristes au pouvoir à Damas aujourd'hui, considèrent les Alaouites comme tous complices du pouvoir d'Assad. En fait, c'est véritablement euh, un fonctionnement tribaliste. C'est-à-dire, euh, notre ennemi est alaouite, donc tous les alaouites sont nos ennemis. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et c'est d'ailleurs cet argument qu'ils ont utilisé pour justifier les exactions qui ont eu lieu, enfin, qui ont lieu depuis le mois de décembre et qui se sont aggravées ces derniers jours. Donc il y a ça, il y a l'excommunication, déjà le takfir, et vient s'ajouter le contentieux avec avec les alaouites. Mais ce takfirisme n'est pas propre aux wahhabites, puisque, là je vais vous donner un exemple, un éminent frère musulman, Youssouf al-Qaradawi, a, alors pas utilisé le takfir tel qu'on le connaît, euh, et tel que je l'ai décrit là, mais je vais le citer, vous allez voir, ça revient au même. Donc, Youssouf al-Qaradawi est mort il y a quelques années, 1 ou 2 ans, je ne sais plus. Il est d'origine égyptienne, grande figure des frères musulmans, d'ailleurs dont Tariq Ramadan était proche, puisqu'il collaborait avec lui au Qatar. D'ailleurs, je lui ai rappelé durant notre débat, en lui rappelant les mots de Youssef al-Qardawi, déjà en lui rappelant que Youssef al-Qardawi a émis une fatwa autorisant le meurtre de Kadhafi, c'est-à-dire la destruction de l'État libyen et tout ce qui en est suivi. Donc là, on voit bien que il y a une alliance objective entre les frères musulmans et Bernard-Henri Lévy et les forces de l'OTAN, puisque Bernard-Henri Lévy a dit que il avait fait cela
participer à cette aventure en Libye au nom de son attachement à Israël, au sionisme et son appartenance à la tribu de Libye parce que Kadhafi était un ennemi d'Israël. Donc là, on voit bien que sur le cas libyen, ils étaient alliés tout comme sur le cas syrien, comme on va le voir plus en détail. Alors Youssouf al-Qaradawi vociférait, en décembre 2012, donc il lança cet appel au meurtre de masse en Syrie. Je cite Youssouf al-Qaradawi, ceux qui agissent avec le pouvoir de Assad. Il nous est obligatoire de tous les tuer. Militaires, civils, ulémas, ignorants, ceux qui sont du côté du pouvoir, injustes. Fin de citation. شرفنا من أين أعلم أنا الذين يعملون مع السلطة يجب أن نقاتلهم جميعا، عسكريين، مدنيين، علماء، جاهلين، اللي يكون مع هذه السلطة الظالمة الجائرة المتدبرة في الأرض التي قتلت الناس بغير حق هو ظالم مثلها يأخذ ما حكمها. فكل من يعني يقاتل عليه أن يقاتل هؤلاء. إذا كان في واحد مظلوم الله سبحانه وتعالى سيدافع عنه وسيأخذ حقه. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة كما يقول القرآن. Voilà. Donc il appelle ouvertement au massacre de masse de la population civile. Tous ceux qui refusent de participer à la révolution et qui soutiennent l'État, en fait. Alors, pour les occidentaux qui préfèrent les sources occidentales, parce qu'il en faut il en faut pour tout le monde, je vais vous citer un journaliste d'investigation, Gareth Porter, qui a publié un article dans Middle East Eye. L'article s'appelle, pour titre, The Real US Syria Scandal Supporting Sectarian War. Donc, le véritable scandale US en Syrie, soutenir la guerre sectaire. Donc là, je vais le citer, puisque c'est un bon résumé de la situation. Donc, il écrit ça pendant la guerre, hein, en Syrie, pendant la guerre civile. Il écrit, je cite, la faction des frères musulmans interdite basée à Hama a adopté une ligne résolument sectaire à l'égard des Alaouites, non seulement en qualifiant le gouvernement baassiste de régime apostat et en cherchant à le renverser par la violence, mais aussi en se montrant prête à tuer les Alaouites simplement parce qu'ils n'étaient pas considérés comme de vrais croyants musulmans. Donc ça a été écrit pendant la guerre civile, hein, pas la semaine dernière. La Turquie et le Qatar, qui ont tous deux soutenu les dirigeants frères musulmans en exil, ont commencé à fournir des armes aux groupes les plus attachés à un point de vue sectaire anti-chiite et anti-alaouite. L'un des principaux bénéficiaires des fonds et des armes turques a été Ahrar al-Sham, qui partageait avec le front al-Nosra d'Al-Qaïda la vision sunnite sectaire de la minorité alaouite. Un autre favori des alliés américains était Jaish al-Islam, de l'armée de l'islam, l'organisation salafiste de la banlieue de Damas, dont l'ancien chef Zahran Alouche parlait ouvertement de nettoyer Damas des chiites et des alaouites qu'il considérait tous deux comme des majous, le terme injurieux utilisé pour désigner les non-arabes pré-islamiques originaires d'Iran. S'il y avait un doute sur le fait que le sectarisme anti-alaouite du passé constitue toujours une part importante de la pensée de l'opposition armée, il aurait dû être éliminé après ce qui s'est passé pendant la grande bataille d'Alep. La nouvelle franchise d'Al-Qaïda, Jabhat Fatah al-Sham, qui a planifié et mené cette offensive pour percer les lignes du gouvernement syrien autour d'Alep, l'a baptisé du nom d'Ibrahim al-Youssouf, l'officier des frères musulmans qui avait assassiné de sang-froid des recrues alaouites à l'école d'artillerie d'Alep en 1979. Fin de citation. Et là, ces derniers jours, donc pendant le massacre des civils alaouites, il y a un membre, donc un combattant militaire du gouvernement Tahrir al-Sham, un jeune homme, donc dont je vais passer l'extrait en arabe, et dans l'extrait en arabe que je vais passer, il dit en résumé qu'il s'adresse à Joulani, Ahmed Sharra, je crois que c'est ça, Ahmed Sharra, son vrai nom, qu'il appelle Sheikh,
Et donc il ne l'attaque pas lui, mais il dénonce les massacres qui ont été perpétrés et il dit que ils ont massacré des civils dans leur maison, hein, vous entendrez, hein, il le dit clairement, Beit, et il ajoute que le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a en aucun cas autorisé ce genre de pratique. Il le dit. السلام عليكم ورحمة الله. معكم محمد حجي أبو عبيدة من مدينة اللادية. بدنا نحكي عن الانتهاكات اللي صارت والجرائم اللي صارت في اليومين الماضيين في بانياس وجبلة ومختلف المناطق. وأنا اليوم أنا بحكي باسمي واسم كل إنسان شريف رافض للقتل، رافض للظلم، وباسم كل مقاتل ما خان العهد وما خان وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسالتي لسماحة الشيخ أبو محمد الجولاني أحمد الشرع ولكل القادة العسكريين: يا شيخ، هالقتل يلي صار قتل المدنيين الآمنين في بيوتهم، هل ديننا أمرنا بهالجهاد؟ هل وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم هيك كانت؟ إخراج الناس من بيوتهم. D'ailleurs, ça renvoie, en fait, pourquoi il parle des maisons? Je pense que il pense donc dans la séra du prophète, la biographie du prophète, notamment dans en 2 volumes là, de Ibn Ishaq, et il pense certainement au moment de la conquête de la Mecque par le prophète après des années de guerre, 10 ans de guerre contre les païens, notamment de la Mecque, et leurs alliés. Et quand il arrive euh, à la Mecque, il leur dit donc aux dignitaires qui lui ont fait la guerre pendant toutes ces années, il leur dit que pensez-vous que je veux faire de vous? Et ils lui ont dit tu es un noble frère et tu vas nous pardonner. Il leur répond je vous pardonne comme Joseph, donc le prophète Sayyidina Youssouf, le prophète a pardonné à ses frères. Et il a dit ceux qui resteront dans leur maison, c'est-à-dire qu'ils ne sortiront pas pour combattre, ceux qui resteront dans leur maison ne seront pas inquiétés. Voilà. À plus forte raison si ce sont des civils. Bon, maintenant on va passer aux principales forces sur le terrain et, euh, et revenir un petit peu à une conception, à une analyse d'Ibn Khaldoun pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Au-delà des milliers de combattants qui ont participé à la guerre civile pour faire tomber l'État syrien, l'État baassiste, euh, qui est venu du monde entier, 82 nationalités, je l'ai dit, il y a une réelle fracture à l'intérieur même de la Syrie. C'est-à-dire que la Syrie des grandes villes, d'Alep ou de Damas, n'est pas la Syrie, par exemple, du gouvernorat d'Idlib. Ce ne sont pas les mêmes populations. D'ailleurs, le démographe syrien Youssef Kourbaj a mis en évidence cette fracture démographique, je dirais, de la Syrie, où vous avez des villes comme Damas, par exemple, donc là où il y a voilà, un niveau d'éducation plus élevé, etc., où ils sont à 2 enfants par femme, et dans les régions du nord, donc notamment Idlib, avec des niveaux d'éducation beaucoup plus bas, vous avez un taux de natalité de 6 enfants par femme. Il y a encore quelques années, hein, quand on avait accès aux statistiques. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Et ça montre une fracture même culturelle, en fait. Parce que ce que montrent les démographes, que ce soit Youssef Kourbaj ou Emmanuel Todd ou d'autres, c'est que la transition démographique, c'est-à-dire la baisse de la natalité, a un rapport bien sûr avec le mode de vie, mais le mode de vie qui a un rapport aussi avec le niveau d'éducation. Donc les pays, même l'Iran, hein, un pays comme l'Iran doit être à 2 ou 3 enfants par femme.
les pays du Maghreb sont à 2, 3 enfants par femme aussi, sont des pays qui ont connu une transition démographique qui est la conséquence de l'alphabétisation de masse. Donc on avait en Syrie toute une partie de la population moins éduquée et qui était fragilisée face au wahhabisme. Parce que avant la guerre, avant que commence la guerre civile, il y avait déjà eu une pénétration importante du wahhabisme en Syrie, dans certaines populations syriennes. Bien sûr, les populations des villes étaient hermétiques. Tout comme au XVIIIe siècle, XIXe siècle, la Mecque et Médine, là où étaient concentrés les grands savants, donc ce qu'on appelle Al-Haramain, aussi des grands savants au Yémen, ces zones-là, urbaines, étaient protégées, disons, du wahhabisme et se sont opposées au wahhabisme, puisque c'est là qu'était le savoir religieux. Le wahhabisme a surtout pris dans les zones bédouines. Et donc, c'est là que ça nous renvoie à Ibn Khaldoun, qui expliquait à l'époque que dans le monde musulman, notamment au Maghreb, les États, donc civilisés, avec les cités, etc., avaient des populations qui s'étaient, on va dire, ramollies par la, comment dire, l'embourgeoisement, euh, le niveau culturel, etc., et que donc ces États avaient besoin de forces, donc des mercenaires, en fait, des armées, ce qui tenait lieu d'armée, et ils allaient chercher ces forces parmi les Bédouins. Donc c'était les forces combatives, mais avec un niveau d'éducation beaucoup plus faible. Et d'ailleurs, depuis les premiers temps de l'islam, il y a toujours eu cette opposition entre les urbains et les Bédouins, même dans Al-Andalus, c'est-à-dire l'Espagne musulmane. Une opposition entre les musulmans éduqués des villes euh, urbains, les urbains, et les, euh, les Bédouins. Et donc on revient à notre époque. Donc les Bédouins et les gens des zones rurales moins éduquées sont beaucoup plus fragilisés par rapport au wahhabisme. Donc le wahhabisme pénétré chez eux. D'ailleurs, Al-Jolani, là, Ahmed Al-Sharra, j'ai lu sa fiche, il serait né à Riyad, en Arabie Saoudite. Euh, voilà. C'est curieux, mais d'une certaine façon, c'est un Syrien né en Arabie Saoudite, d'Arabie Saoudite. C'est tout un symbole, c'est-à-dire qu'il a importé avec lui, lui comme d'autres, hein, le wahhabisme en Syrie. Alors le wahhabisme a plusieurs formes. Donc aujourd'hui, Al-Qaïda, Daesh, etc. Même les frères musulmans, d'une certaine façon, parce que les frères musulmans, ils ne sont pas issus du wahhabisme, mais il y a eu des liens entre le wahhabisme et les frères musulmans très tôt. D'ailleurs, même Hassan al-Banna, dans ses épîtres, il, euh, il, il voue un respect euh, énorme pour Abdelaziz ibn Saoud, donc le premier roi d'Arabie Saoudite, et il le considérait comme un modèle. Bref, je referme la parenthèse. Et donc, on a cela, on a populations rurales qui ont été influencées par le wahhabisme, et les puissances occidentales qui ont voulu renverser Assad se sont appuyées sur ces forces-là. D'une certaine façon, ils se sont appuyés sur des forces, pas bédouines, parce que c'est pas des bédouins, mais on va dire les bédouins de notre époque, les gens sortis d'Idlib, par exemple, donc des ruraux non éduqués, tout comme les États musulmans s'en servaient à l'époque, mais comme armée de défense. Là, aujourd'hui, les puissances occidentales s'en sont servies comme mercenaires pour déstabiliser l'État syrien. Voilà, bref, on refait pas l'histoire, mais l'éducation joue un rôle extrêmement important. D'ailleurs, juste pour un autre élément, donc document officiel,
En août 2012, un rapport de la Defense Intelligence Agency, donc des États-Unis, a averti que, je cite, et on va mettre en post-production le document, les événements prennent une direction clairement sectaire. Les salafistes, les frères musulmans et Al-Qaïda en Irak étaient les principales forces à l'origine de l'insurrection. On est en août 2012. On est en août 2012. On nous dit que ce sont les Syriens qui se sont révoltés, la population qui s'est révoltée. Mais en réalité, ce sont des forces, notamment frères musulmans, Al-Qaïda, qui ont organisé cette révolution et qui s'est vite transformée en guerre civile. Voilà, voilà. Maintenant, on va passer à l'étape chapitre suivant. Il faut vraiment qu'on avance. J'ai vu sur les réseaux sociaux des gens comme Meir Habib, donc des pro-israéliens, même des gens affiliés à Netanyahou, hein, comme Meir Habib, euh, invectiver ou plutôt interpeller et les filles et Rima Hassan en lui disant mais pourquoi est-ce que vous ne réagissez pas au massacre des Alaouites par le gouvernement terroriste enfin, ils disent pas gouvernement terroriste, mais bon, c'est pareil, ils disent les islamistes, etc., etc. Bah écoutez, moi je viens d'en parler, et puis on va approfondir encore, puisque vous voulez qu'on en parle, vous voulez qu'on rentre dans le vif du sujet, et ben on va le faire. Alors, parce qu'il faut quand même souligner les liens entre Israël et ce qui se passe actuellement en Syrie. Je ne parle pas seulement du soutien apporté aux terroristes, là récemment. Je parle du plan de destruction de la Syrie, activé, mis en œuvre par les Américains. Donc on va refaire cette histoire-là, très tranquillement, et puis on va voir si les messieurs Habib et consorts ont envie d'y répondre. D'abord, plan Oded-Yinon. Oded-Yinon est un haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères israélien. Il publie un plan en 1982 qui s'appelle A Strategy for Israel in the 1980s, donc une stratégie pour Israël pour les années 80, dans les années 80. Je cite juste un passage concernant la Syrie. La dissolution de la Syrie et de l'Irak en régions ethniques ou religieuses comme au Liban est le premier objectif d'Israël sur le front de l'Est dans le long terme, tandis que la dissolution de la force militaire de ces États sert de premier objectif sur le court terme. Fin de citation. Ensuite, 1996, Richard Pearl, qui est un néoconservateur juif américain pro-israélien, publie un document avec d'autres néoconservateurs issus de think tanks qui s'appelle Clean Break, rupture nette. Et en fait, ce document était destiné au premier gouvernement de Netanyahou de 1996. Netanyahou arrive au pouvoir pour la première fois, il est Premier ministre pour la première fois, et Richard Pearl donc dirige cette étude qui va servir, qui devra servir au gouvernement de Netanyahou en 1996. Je cite encore concernant la Syrie. Compte tenu de la nature du régime de Damas, il est à la fois naturel et moral qu'Israël abandonne le slogan paix globale et s'efforce de contenir la Syrie en attirant l'attention sur son programme d'armes de destruction massive et en rejetant les accords terre contre paix sur le plateau du Golan. Fin de citation. Maintenant, on va citer ce livre de John Mearsheimer et Stephen Walt, professeurs à l'université d'Harvard et professeurs à l'université de Chicago. Les deux sont très connus, surtout John Mearsheimer, qui est qualifié aux États-Unis de plus grand géopolitique au monde, plus grand auteur de sciences politiques. Leur livre, Le lobby pro-israélien et la politique étrangère américaine.
Alors, je vais vous lire quelques pages, parce que on cite souvent les ouvrages, on écrit des articles, on écrit des livres, comme je l'ai dit, les gens ne lisent pas tous. Donc, eh bien, je vais profiter de ces chroniques pour faire un petit peu de lecture, enfin vous faire de la lecture. Alors, page 298, 300. Israël et la Syrie après le 11 septembre. Alors écoutez bien, c'est très important, parce que là, ça met en évidence le rôle d'Israël dans la destruction de la Syrie. Donc là, on est à l'époque de Sharon, hein, début des années 2000. Dès le départ, Ariel Sharon et ses collaborateurs firent bien comprendre à l'administration Bush qu'ils considéraient la Syrie comme une dangereuse menace non seulement pour Israël, mais aussi pour les États-Unis. Cependant, ils n'insistèrent pas pour que la Maison-Blanche adopte leurs objectifs anti-syriens avant mars 2003, essentiellement parce qu'ils étaient plus préoccupés par l'Iran, mais aussi parce qu'ils étaient favorables à l'invasion de l'Irak et ne souhaitaient pas que l'attention de Washington soit distraite par d'autres problèmes. Dans ce même livre, il montre que ce sont les Israéliens, le lobby pro-israélien, les dirigeants israéliens et leur lobby qui ont poussé les États-Unis dans la guerre contre l'Irak. Je ferme la parenthèse. Mais dès la chute de Bagdad, à la mi-avril 2003, les dirigeants israéliens commencèrent à inciter les États-Unis à se concentrer sur Damas et à faire usage de leur supériorité incontestée pour changer le comportement du régime, voire le régime lui-même. Sharon exposa ses exigences dans une interview remarquée au quotidien Yediot Aharonot le 15 avril 2003. D'après le Premier ministre israélien, le président syrien Bachar el-Assad était un homme dangereux, incapable d'un jugement sain, et qui aurait permis à Saddam de dissimuler des équipements militaires irakiens en Syrie juste avant le début de la guerre. Sharon appelait les États-Unis à exercer une très forte pression sur la Syrie afin d'obliger Assad à mettre fin à son soutien au Hamas et au djihad islamique, expulser les gardiens de la révolution iranien de la plaine de la Beka au Liban, cesser de coopérer avec l'Iran, obliger le Hezbollah à se retirer de la frontière israélo-libanaise et le remplacer par l'armée libanaise, et enfin éliminer les missiles du Hezbollah visant Israël. Face à un catalogue de revendications aussi péremptoires, un diplomate israélien de haut rang fit remarquer que Sharon ferait mieux d'adopter un profil plus discret au moment de prodiguer des conseils sur les relations entre Damas et Washington. Mais Sharon n'était pas le seul haut responsable israélien à demander à l'administration Bush de durcir le ton avec la Syrie. Le ministre de la Défense Shaul Mofaz déclarait ainsi à Maariv le 14 avril donc 2003, je cite donc le ministre de la Défense israélien, nous avons une longue liste d'exigences à l'égard des Syriens et il nous semble approprié qu'elles soient transmises par l'intermédiaire des Américains. Fin de citation. Walt et Mearsheimer poursuivent. En particulier, Mofaz voulait que la Syrie interrompe toute forme d'aide au Hamas et au djihad islamique et démantèle le Hezbollah. 2 semaines plus tard, le conseiller pour la sécurité nationale de Sharon, Ephraim Halevi, se rendit à Washington et encouragea les responsables américains à prendre, selon les termes rapportés par Ori Nir de Forward, des mesures décisives contre la Syrie. Non content de sonner l'alarme à propos des armes de destruction massive syriennes, Halevi aurait décrit Bachar el-Assad comme irresponsable et insolent. Le 3 mai 2003, dans une conférence prononcée devant le WINEP, qui est un think tank américain spécialisé dans les questions proche-orientales, il déclara qu'Assad succombait fréquemment à de mauvaises influences et qu'on ne pouvait pas fermer les yeux sur ses machinations. Avant d'arriver à la guerre, ajoutait Halevi, il y a toute une gamme de mesures qui peuvent être prises pour limiter les crocs du jeune, arrogant et immature président syrien. Une fois Saddam éliminé, Israël entreprit de convaincre l'administration Bush que la Syrie était au moins aussi dangereuse que l'Irak. Il suffit d'un bref examen du potentiel de la Syrie pour se rendre compte de l'absurdité d'une telle affirmation. Il s'agit, après tout, d'un pays de moins de 19 millions d'habitants doté d'un budget militaire équivalent à 1/300 de celui des États-Unis.
Et pourtant, le stratège israélien Yossi Alfer annonçait désormais que, du point de vue de l'État hébreu, la Syrie avait un fort pouvoir de nuisance beaucoup plus fort que l'Irak. Le Washington Post rapportait pour sa part à la mi-avril 2003 que Sharon et Mofaz s'employaient à attiser la campagne contre la Syrie en abreuvant les États-Unis de rapports secrets sur les agissements du président Bachar el-Assad. Dans ses efforts pour diaboliser la Syrie et inciter les États-Unis à faire monter la pression, Israël accusa Damas d'avoir donné l'asile à de hauts responsables du régime de Saddam et pire encore, de dissimuler sur son sol des armes de destruction massive irakiennes. En août 2003, lorsqu'un camion suicide fit sauter le quartier général des Nations Unies à Bagdad, l'ambassadeur d'Israël auprès de l'ONU provoqua un incident diplomatique en suggérant que c'était la Syrie qui avait fourni le véhicule piégé. Dans une veine tout à fait similaire, Itamar Rabinovitch, l'ancien ambassadeur israélien aux États-Unis, déclara à Seymour Hersh qu'il se demandait si, étant donné la qualité de leurs sources, les Syriens n'avaient pas eu vent de la conspiration du 11 septembre et omis d'en avertir les États-Unis. On ne voit guère sur quoi s'appuient des accusations aussi alarmantes, mais le simple fait de les formuler montre à quel point Israël était déterminé à entraîner les États-Unis dans une confrontation avec un autre régime arabe, à savoir le régime syrien. S'ajoute à cela le soutien, je vais vous mettre une fois encore là le document, enfin l'article de Haaretz, le soutien israélien à des groupes terroristes dans le Golan après la fermeture en 2018 par Donald Trump de l'antenne de la CIA en Jordanie qui finançait et qui armait ces groupes terroristes dans le Golan pour faire tampon entre Israël et l'armée syrienne notamment. Les terroristes durant la guerre civile, donc les terroristes d'Al-Nosra soignés dans les hôpitaux israéliens, notamment l'hôpital de Safed. On a des photos de Netanyahou qui se rend au chevet de ces terroristes qui, qui combattent en Syrie, qui allaient se faire soigner en Israël et qui retournaient combattre en Syrie. Et pour finir, après la chute d'Assad, l'armée israélienne est entrée en Syrie. Elle est à moins de 20 km de Damas. Il y a plusieurs milliers de soldats israéliens sur le territoire syrien aujourd'hui. Ils l'occupent. Et pendant qu'ils occupaient le territoire syrien, pendant qu'ils envahissaient une partie du territoire syrien, que faisait le nouveau gouvernement de Hayat Tahrir al-Sham? Il envoyait des messages d'amour aux Israéliens. Ils n'ont pas tiré une seule balle du côté israélien. Par contre, ils se sont acharnés sur la population syrienne, notamment les Alaouites. Ce qui fait d'eux des alliés objectifs. Et nous allons terminer sur l'hypocrisie occidentale qui soutient en fait les groupes terroristes depuis... bon, sur le soutien aux groupes terroristes, hein, là c'est pas le sujet aujourd'hui, j'ai déjà écrit là-dessus, mais il y a des ouvrages, Guerre en Syrie de François Belliot, Secret Affairs de Mark Curtis, CIA et Djihad, alors ça parle pas du printemps arabe, ça a été publié avant, mais les liens entre les groupes terroristes et la CIA de John Cooley est préfacé par Edward Saïd, hein, qu'on vienne pas me dire encore une fois que toutes ces sources ne valent rien, ce sont des gens extrêmement sérieux, des historiens, des journalistes d'investigation qui se basent sur des documents officiels et déclassifiés. Je sais que ça déplaît à certains, que ça leur fait mal, parce que ces documents déclassifiés euh, prouvent que les organisations auxquelles ils appartiennent sont des alliés des Anglo-Américains, mais c'est comme ça, je suis désolé de vous le dire. Et aujourd'hui, l'astuce qu'ont trouvé les Européens, l'Union européenne surtout, et certains journalistes, c'est de faire porter la responsabilité des massacres au pro-Assad. C'est-à-dire qu'en fait, quand c'est Assad qui est au pouvoir, c'est lui qui est responsable des atrocités des terroristes, et quand il n'est plus au pouvoir, c'est toujours lui le responsable. Alors moi, j'ai été stupéfait d'entendre une journaliste qui s'appelle Camille Neveu, spécialiste du Proche-Orient, sur France 24, qui a dit, je cite,
En somme, les Syriens savent que le chemin vers la paix ne peut se faire qu'avec Ahmad Shara. Les Syriens, comme je vous disais au début de l'émission, ne sont pas forcément tous pro-Chara. Vous avez dans des villes, les gens font des blagues contre lui, par exemple, alors que ce qui était absolument impossible sous Bachar al-Assad. Mais voilà, les gens sont conscients de son passé, d'où il vient, mais ils veulent. On a envie de laisser une chance malgré tout. Ils ont envie, mais ils savent qu'en fait, ils n'ont pas le choix. C'est la seule personne aujourd'hui, quelle qu'elle soit, qui est capable de les amener vers un chemin de paix qui sera forcément long et qui sera forcément semé d'embûches. C'est-à-dire Ahmed Shara al-Jolani, qui est un ancien d'Al-Nosra, Al-Qaïda, Al-Nosra et Daesh. Elle nous dit tranquillement que le chemin vers la paix, pour les Syriens, ne peut se faire qu'avec lui. Moi, j'hallucine. Quand j'entends une bobo parisienne faire l'apologie, la promotion d'un terroriste, puisque je veux dire, même quand il était à Al-Nosra, il faisait tellement de zèle que les chefs d'Al-Nosra lui demandaient de lever le pied. Donc maintenant que, pour conclure, conclusion pas définitive, hein, parce qu'il y aura toujours des choses à dire sur le sujet, aujourd'hui, avec les massacres des civils par ce gouvernement terroriste, les dirigeants occidentaux, les journalistes occidentaux, les hommes politiques occidentaux ne peuvent plus se cacher derrière Assad. Ils peuvent plus. Ils sont obligés de voir que ceux qu'ils ont soutenus depuis 14 ans sont bel et bien des terroristes qui continuent à faire ce qu'ils font, qui continuent aujourd'hui à faire ce qu'ils font depuis 14 ans en fait, massacrer la population civile. On voit pas pourquoi ils changeraient de nature du jour au lendemain. Donc de toute façon, même si le nouveau président syrien, là, Ahmed Shara, change tout le temps de nom, je l'oublie à chaque fois. Euh, les gens qui ont plusieurs noms, toujours curieux. Euh, l- Aujourd'hui, je veux dire, même s'il voulait retenir ses troupes, il ne pourrait pas, puisque c'est dans leur code idéologique, et c'est dans leur praxis. Ils font ça depuis 14 ans, massacrer des populations civiles, des femmes et des enfants. Donc, et en plus, un de leurs chefs était Ahmed Sharra. Donc on ne voit pas pourquoi il s'arrêterait. Je veux dire, ce sont les mêmes équipes, les mêmes dirigeants qui font exactement la même chose que depuis 14 ans. Voilà. Donc là, j'aborde pas les questions géopolitiques et l'avenir de la Syrie, ça sera pour une autre fois. Une autre fois, donc je termine là-dessus. Donc comme vous pouvez le constater, c'est un sujet qui m'anime. Je vous remercie pour votre écoute. Encore une fois, n'oubliez pas de venir soutenir la chaîne via Tipeee et PayPal dans les liens en description. Et likez, partagez. Et je vous dis, si Dieu veut, à mercredi prochain à 18h.